Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. Les choses ont beaucoup bougé depuis notre dernier rendez-vous. Alors non, nous n'allons pas revenir sur la politique commerciale de Donald Trump cette semaine, mais plutôt sur ses conséquences. C'est vrai que certaines valeurs ont fortement souffert et le tout aujourd'hui, c'est de savoir si c'est juste une cause à effet ou s'il est temps peut-être de repenser la stratégie de nos portefeuilles. Pour nous éclairer, Guy Legrand a épluché les marchés. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors c'est vrai qu'on pourrait, dans un premier temps, se pencher sur la réaction de l'or, puisque étrangement, l'or n'a pas réellement été épargné par la baisse qu'ont connue les marchés. Et pourtant, c'est une valeur refuge. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait logique pour moi là-dedans. Mais non, et pour moi non plus, je vous le dis tout de suite, il y a un petit souci. Valeur refuge, je crois qu'il y a un grand malentendu là-dessus. En deux mots, que s'est-il passé ? Le crash boursier, c'est les 3 et 4 avril, au lendemain du jour de la libération décrétée par ce cher Donald. Que s'est-il passé ? En réalité, quand on observe les cours de très près, on s'aperçoit que juste après le discours de Trump, hors marché, quand les marchés sont fermés, mais il y a toujours des transactions, l'or a grimpé de 1%. Pendant, je dirais, un quart d'heure, peut-être une demi-heure. À l'ouverture des marchés le lendemain, stabilisation sans plus, et le vendredi 4, deuxième jour de crash boursier, chute. Une semaine après ce fameux discours, le début du crash, l'or avait baissé de 4,5%. Ce qui est quand même pas mal, ouais. Pour une valeur refuge, effectivement, on peut un petit peu s'interroger, et le rebond après a été insignifiant. Alors, ceci c'est l'once en dollars. C'est ainsi que le cours de l'or est exprimé. Remarquons que pour l'investisseur européen qui achèterait des lingots, ne soyons pas mesquins, même topo, en une semaine, le prix du lingot est revenu de 92 à 87 000 euros. Donc l'or n'a pas du tout monté avec le crash, au contraire. Donc l'or a été valeur refuge pendant quelques minutes finalement après le discours, et puis les marchés ont changé d'avis et se sont dit non, on reste pas là non plus. Mais oui, ça peut paraître étrange. Alors maintenant, il faut être très honnête et se dire que, ne condamnons pas l'or, loin de là d'ailleurs, mais en fait, en cas de crash, il se passe toujours une chose qu'on ne peut pas oublier si on veut comprendre ce qui se passe sur les marchés, justement. Quand la bourse flanche, il y a toujours des investisseurs qui sont pris à contre-pied, ils étaient à la hausse. Alors, a fortiori, s'ils étaient à la hausse avec des positions très spéculatives, des produits dérivés, ils sont dans le rouge. Ils doivent faire du cash pour combler le trou, pour répondre à leurs engagements. Et c'est la valeur refuge qui prend. Mais oui, absolument. Alors, ils vont vendre quoi de préférence ? Ce qui n'a pas trop baissé. Tant qu'à faire, on vend ce qui n'a pas... là où on n'est pas en perte. Et l'or n'a pas bougé, donc on vend l'or, et du coup, il flanche un petit peu, et ça compense les achats de ceux qui vraiment se ruent dessus en tant que valeur refuge. Ça, c'est un phénomène très important. Et dans le même ordre d'idées, quand il y a un crash, on observe aussi souvent que ce sont les actions les plus importantes qui chutent le plus, les actions même réputées de qualité, mais actions importantes, et donc il y a un marché. Le marché est liquide. Les gens qui ont besoin de cash à la minute vendent ce qu'ils savent qu'ils pourront vendre. Parce qu'il y a des acheteurs sur ce marché, le marché est très liquide. Donc ce sont les bonnes actions, les grandes bonnes actions qui écopent souvent le plus en cas de crash. C'est une chose qu'il faut savoir, autrement on se demande vraiment ce qui se passe sur ce marché. Est-ce qu'il y a de la réaction peut-être géopolitique aussi, certains pays qui se disent ok, je me sépare de l'or, ou pas du tout ? Mais en fait, je dirais que justement, que l'or n'ait pas répondu aux attentes que certains imaginaient, c'est pas grave. Il y a longtemps que ça ne se passe plus comme ça. Petite parenthèse, la dernière fois que l'or a explosé suite à un événement grave, à mon avis, la dernière fois véritablement, c'était à Noël 79. Ça remonte à un paquet. Quand l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. À Paris, le cours du Napoléon a doublé sur la journée. On n'a plus jamais vu des choses de ce genre depuis lors, bien au contraire. Mais pour en revenir effectivement au courant acheteur, est-ce que les banques centrales, les pays, etc., je crois qu'il ne faut pas du tout se détourner de l'or.
parce que l'or bénéficie d'un courant acheteur fondamental en ce moment. Ce sont effectivement les banques centrales d'un tas de pays qui en achètent. Alors, dans deux optiques, ou bien pour donner plus de force à leur, plus de meilleure réputation à leur devise. Le zloty polonais, par exemple. Bon, la Pologne n'est pas dans l'euro. Est-ce que les investisseurs ne pourraient pas se méfier un petit peu du zloty ? Il n'y a peut-être pas de raison d'ailleurs, mais enfin... Alors, que fait la Pologne ? Elle a acheté de l'or. Donc voilà, non, nous sommes un pays fort, et la Pologne a acheté 130 tonnes d'or en 2023, ce qui avait quand même frappé les esprits. L'autre cas, et c'est le plus important, ce sont les pays qui veulent se dégager du dollar. Que se passe-t-il quand un pays est en boni avec les États-Unis, boni commercial, ce qui est le cas de quasiment tous les pays, ce cher Donald le sait que trop. Que fait ce pays avec ces dollars qu'il reçoit donc de la part des acheteurs américains? Il les place en treasuries, donc les obligations de l'État américain. Oui, mais la Chine, qui n'est pas vraiment en bon terme avec les États-Unis, et aujourd'hui moins qu'hier encore, se dit assez logiquement que c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir plein d'obligations américaines dans son petit cochon d'épargne. Il vaudrait peut-être mieux alléger ça. Et c'est ce qu'elle fait en fait depuis tout un temps déjà. La Chine n'a plus que, entre guillemets, 760 tonnes d'or. Elle en avait plus de 1300 au début des années 2000. Et avec les relations particulièrement détestables d'aujourd'hui, après aussi le petit mini-crash qui s'est produit sur les obligations d'État américaines. Il y a eu une alerte là un jour très surprenante. C'est pas maintenant que ces pays, Chine et autres, vont arrêter leurs achats d'or et arrêter leur vente d'obligations américaines. Donc, je crois que le mouvement est très bien entamé et il est amené à se poursuivre. Ouais, donc on ne se décourage pas de l'or pour autant. Loin de là. Loin de là. Il faut qu'on parle d'une autre valeur qui a quand même fortement subi les politiques de Donald Trump, c'est Apple. Apple détrôné de sa première place de capitalisation au monde. Apple qui a beaucoup perdu. Ah oui, Apple a vraiment subi un crash, ça s'appelle comme ça. En deux mots, jeudi 3, le S&P, moins 5%, presque 5%. Apple, moins 9%. Comme Amazon d'ailleurs. Le lendemain, vendredi 4, S&P, moins 6% carrément. Apple, moins 7%. C'est un peu moins grave, enfin c'est quand même beaucoup plus que l'ensemble du marché. En 2 jours, les indices américains, c'est moins 11, j'arrondis, c'est moins 16% pour Apple. Donc Apple a vraiment très fort souffert. Alors, c'est pas le pire, parce que un peu curieusement, le secteur bancaire a vraiment dégusté, on va pas s'y attarder, JP Morgan, qui est quand même là une banque emblématique, numéro 1, moins 17,5% en 2 jours. Donc plus que Apple encore, et en Europe aussi, les banques ont dégusté KBC, moins 13%. Bon, mais pour revenir à Apple, oui, Apple donc a subi véritablement un crash, et contrairement au secteur bancaire qui avait bien grimpé ces derniers mois, les Apple, technologies... c'est déjà plus fort. Déjà, de sorte que, en dépit du rebond qui s'est opéré après les bonnes nouvelles, le changement d'avis de Trump, Apple est toujours en baisse depuis le début de l'année. Donc oui, Apple a vraiment très fort souffert de M. Trump. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Apple soit principalement sanctionné par rapport aux autres ? Mais en fait, on dit souvent que la Chine est devenue l'usine du monde. Ça signifie que non seulement les bricoles et autres objets vendus par Walmart, par exemple, ou Amazon viennent de Chine, mais les produits beaucoup plus nobles vendus par Apple viennent aussi de Chine. En fait, le chiffre exact n'est pas connu, mais on sait que les iPhones, sont produits en Chine à plus de 90%. Oui, et c'est taxé maintenant. Et maintenant, alors si c'est taxé à 140... C'était une première phase, c'est déjà dépassé. Mais bon, quand Trump a dit 145%, un iPhone venant de Chine taxé à 145%, on était à 13, si je ne me trompe, au départ, cet iPhone était invendable, tout simplement. Donc... c'est pas pour rien que Apple a tout de suite dit « on va essayer de le faire en Chine dorénavant ». Et alors, petit fait divers rigolo, Apple a organisé un pont aérien vers l'Inde. Il a affrété en 3 jours 5 avions pour rapatrier des iPhones. 5 avions pleins, ça devait en faire un sacré paquet.
Donc il y aura quand même encore quelques iPhones sur le marché américain avant qu'ils passent à $3 000 l'iPhone. Oui, visiblement. Mais enfin bon, à mon avis, c'est pas des millions non plus, en fait. Hein. Mais du coup, perspective de Apple, finalement, jusqu'ici, ça paraît pas brillant, parce qu'on se dit que des iPhones aussi chers, ce sera quand même difficilement vendable. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Apple se sorte de là ? Mais en fait, oui, Trump est finalement venu en aide, effectivement, le week-end dernier, et on comprend. Parce que le but de Trump, c'est que les entreprises investissent aux États-Unis, qu'elles relocalisent éventuellement aux États-Unis. Mais bon, quelqu'un a fait le calcul, un iPhone avec la main-d'œuvre américaine, donc on ne parle pas des droits de douane chinois, le coût de la main-d'œuvre américaine et la fabrication des usines, ou le démontage et la relocalisation des usines, l'iPhone reviendrait à $3 000. Impayable. Alors, c'est impayable. Bon, je veux dire, un iPhone. Et le problème est que si Apple avait un monopole, Apple n'est quand même pas tout seul. C'est le champion, c'est le numéro 1. Enfin, il y a aussi Samsung. Alors, si Apple a des droits de douane de 145%, ou s'il doit relocaliser, il sera beaucoup plus cher que les Samsung, les droits de douane sont quand même moindres sur la Corée. Hein. Donc, c'était devenu une situation infernale pour Apple, notamment. Il n'y a pas que Apple. Et on comprend que cette guerre des droits de douane n'était pas tenable, c'est pas possible. Et on comprend aussi la volte-face, finalement, de Trump, qui a décidé que ces droits ne s'appliqueraient pas aux ordi, aux smartphones, etc., oui, bien sûr, c'était obligatoire, sans quoi le marché allait s'effondrer, les entreprises américaines allaient s'effondrer. Trump est imprévisible et un peu fou, mais enfin, il n'est pas non plus tout à fait suicidaire, donc l'investisseur peut être en partie rassuré. Trump ne veut pas la mort d'Apple, même si on ne sait jamais. On l'a très frôlé bien. quand même. Hein. Ça, c'est pas possible. Il y a des limites à tout. Donc, mais on n'est qu'à moitié rassuré vu qu'il change d'avis tous les jours. Mais donc, en attendant, si on a Apple dans nos portefeuilles, on peut se rassurer un petit peu et avec un peu de patience, on ne doit pas tout de suite jeter du on Apple. ne peut pas. C'est pas possible, ça. Non. Alors, vous avez pointé également dans un tout autre style une valeur qui a retenu quand même votre attention, c'est Fugro. Alors, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de Fugro, donc je propose peut-être qu'on commence avec une petite présentation. Oui, je crois que vous n'êtes pas la seule. La plupart des gens ne connaissent pas. C'est pas une entreprise belge, c'est une néerlandaise. C'est une grosse entreprise, mais bon, qui n'est pas du tout dans le B2C. On voit pas ses produits dans les rayons des supermarchés. C'est le moins qu'on puisse en dire. Grosse boîte parce que quand même 2,3 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier, ça n'est pas négligeable. Avec son système Geodata, Fugro, en fait, étudie les sols. Ok. Les sols aussi bien sur terre que sur mer d'ailleurs, étude approfondie des sols avec des méthodes très sophistiquées, de manière à éviter de mauvaises surprises quand on veut construire un bâtiment, placer des canalisations ou établir une éolienne en mer. Parce qu'en mer, ils sont fort actifs aussi. Leur filiale belge est à Louvain-la-Neuve, ils ont une filiale en Belgique. Et donc, c'est une entreprise quand même très technologique, de haute technologie. Et pourquoi on s'y intéresse du coup ? Et on s'y intéresse pour une raison très précise, c'est qu'en fait, ils ont connu un incident l'an dernier, ils ont lancé un avertissement en automne à propos du 3e trimestre. Attention, gros problème, ça va pas aller des masses. Le cours a perdu 16% ce jour-là, mais il ne s'est jamais redressé, au contraire, alors que l'ensemble de l'année s'est plutôt bien passé. Le cours est en baisse de l'ordre de 24% depuis le début de l'année et de 45% sur un an. Non, on a réagi à la mauvaise nouvelle, mais on n'a pas réagi du tout aux bonnes nouvelles qui ont suivi. C'est anormal, et à notre avis, c'est quand même une occasion à saisir. Pourquoi ? Parce que c'est les soldes, en fait. Mais en fait, parce que le 2024 s'est bien passé, finalement. Bon, mauvais trimestre, 3e trimestre, mais bon 4e trimestre, retour au calme. Chiffre d'affaires en petite hausse, les bits en hausse de 12%. Alors, 2% de hausse du chiffre d'affaires, 12% de hausse de marge brute, c'est très bon. C'est toujours très bon quand le bénéfice brut ou net augmente plus fort. Et pour l'ensemble de 2024, donc 2,3 milliards de chiffre d'affaires, plus 3,6%. C'est pas flamboyant, mais c'est pas mauvais, évidemment. Et les bits, plus 25% quasiment. La marge est passée de 11,5 à 13,8, donc c'est très bon. Donc oui, voilà. Ça valeur court-bénéfice ? Pardon ? La valeur court-bénéfice ? Mais la valeur court-bénéfice est de 5,5. Donc c'est très bon marché. Alors, bon, tout n'est pas rose nécessairement. Hein. L'éolien offshore aux États-Unis est au point mort, mais c'est 8% du chiffre d'affaires, c'est pas un drame. Il y a des ralentissements à cause de la hausse des coûts un peu partout. Mais bon, l'entreprise est bien diversifiée. Donc,
disons qu'avec un court bénéfice de 5,5, anormalement bon marché, on peut faire face à une petite déception, et là franchement on est acheteur. Donc une petite valeur discrète qu'on pourrait peut-être intégrer gentiment dans nos portefeuilles. Oui, à ce prix-là, franchement, ça en vaut la peine. Quelles leçons on retient cette semaine dans toutes ces actualités et ce remue-ménage? Mais moi, je reviendrai à l'or, parce que vraiment, je trouve quand même étonnant que l'on n'arrête pas de présenter l'or comme une valeur refuge. Alors, ça n'est pas peut-être tout à fait faux, mais visiblement, c'est très mal compris. En cas de crash, l'or ne monte pas. Il a tendance à baisser un peu, notamment pour une raison technique que j'ai expliquée. Mais en attendant, je crois que la plupart des investisseurs se disent « Ah, valeur refuge, je dois me ruer dessus quand tout va mal. » Ben non, pas au moment même, peut-être un peu après, sur le long terme, pourquoi pas. Mais la valeur refuge, l'or n'est pas une valeur refuge qui flambe quand tout va mal, au contraire. Donc attention, méfions-nous de ces cartes, de ces adages, méfions-nous de ce qu'on répète à l'envi, ça n'est pas toujours vrai. Et distinguer le long et le court terme surtout. Toujours. Eh ben, merci beaucoup, Guy, pour ces éclaircissements et ces analyses de marché dans ces temps un peu compliqués. On se retrouve dans un mois, puisque vous allez prendre quelques congés bien mérités. Bien entendu. Et nous, évidemment, chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours avec un invité surprise pour remplacer Guy pendant ses vacances. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt. À très bientôt. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre contribution bi-hebdomadaire au podcast Trends Investing. Je m'appelle Luc Charlier et je suis Investment Strategy chez ING Belgique. Et je vous propose de faire le point sur la saga des tarifs douaniers américains. J'avais évoqué le Liberation Day, le jour de la libération économique des États-Unis, dans le podcast précédent, mais peu d'investisseurs s'attendaient à ce que la cérémonie qui s'est déroulée dans la roseraie de la Maison-Blanche s'avère aussi épineuse pour les marchés. Devant un large public comprenant des gilets jaunes, qui représentaient les perdants de la mondialisation et dont la France d'Emmanuel Macron se souvient encore de la révolte en 2018, Donald Trump a dévoilé ses nouveaux tarifs douaniers. Des tarifs qui, en moyenne, ont bondi de 2,5% l'année passée à plus de 20%, du jamais vu depuis 100 ans. Ce qui a instillé beaucoup de stress sur les marchés qui ont connu plusieurs séances de baisse très prononcées. Une correction qui, par son ampleur, rappelle ce qu'on en avait connu lors de la crise sanitaire du Covid-19 et la crise financière mondiale de 2008-2009. La réaction des marchés est compréhensible en ce sens qu'il est, contrairement à ce que Trump pense peut-être, tout simplement impossible de transformer en un claquement de doigts des chaînes d'approvisionnement mondialisées qui ont mis des décennies à s'élaborer. Mais c'était oublier que la tactique de Trump consiste souvent à exercer une pression maximale pour finalement lâcher un peu de lest. Et c'est précisément ce que le président américain a fait en annonçant le 9 avril, soit seulement 7 jours après le Liberation Day, la mise sur pause pour 90 jours des tarifs douaniers. À l'exception notable de la Chine, qui se voit imposer une taxe à l'exportation de 145%, les partenaires commerciaux avec lesquels les États-Unis entretiennent un déficit de la balance commerciale font l'objet d'une taxe temporaire ramenée à 10%. Cela a logiquement provoqué un soulagement sur les marchés boursiers qui ont fortement rebondi. Mais le retour au calme n'est pas encore garanti. Même si la volatilité boursière s'est atténuée, elle reste néanmoins plus élevée qu'avant le déclenchement des hostilités commerciales, car il ne s'agit que d'une pause de 90 jours. Il reste encore beaucoup de travail pour rapprocher les points de vue entre les différents protagonistes et aboutir à un compromis. Dans un environnement aussi incertain, il y a toujours le risque que les manœuvres de Trump finissent par peser sur la confiance des consommateurs et des entreprises et compromettre le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Il convient dès lors de commencer à évaluer la probabilité d'un scénario moins rose, celui d'une possible récession outre-Atlantique. À cet égard, les perspectives que communiqueront les entreprises lors de la prochaine publication de leurs résultats trimestriels seront extrêmement intéressantes. Du fait de la baisse des cours, les valorisations boursières, à savoir le ratio cours-bénéfice attendu, se sont sensiblement atténuées. Mais on attend avec impatience de savoir comment évoluera le dénominateur du dit ratio, c'est-à-dire les bénéfices attendus. Sur le plan technique, les marchés disposent toutefois, du fait de la forte baisse des cours, d'un potentiel d'appréciation à court terme qui nous a d'ailleurs incité à augmenter un peu le poids des actions en portefeuille.
Le fait que les États-Unis aient mis entre parenthèses leur guerre commerciale pendant 3 mois permet de donner du temps à la négociation et éviter une dégradation du sentiment sur le marché et dans l'économie. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer l'effet collatéral de cette passe d'armes entre les États-Unis et les autres grandes économies. De plus en plus de questions commencent en effet à se poser sur le statut de valeur refuge du dollar et des bons du Trésor américain. La hausse des taux d'intérêt américains, associée à un dollar plus faible et une bourse de Wall Street plus fragile, est un cas de figure rarissime qui laisse à penser que les actifs américains devraient peut-être être cotés avec une prime de risque plus élevée tant que Trump est aux commandes. Sachant qu'il lui reste encore plus de 3 ans et demi à la Maison-Blanche, il y a fort à parier que les marchés financiers ne vont pas s'ennuyer. Merci pour votre écoute. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.